Ce char était si terrifiant que des bataillons entiers battaient en retraite sans combattre dès qu'ils l'apercevaient. Les soldats alliés apprirent à distinguer le bruit de son moteur parmi celui de centaines d'autres véhicules. Les commandants donnèrent l'ordre de contourner tous les tigres qu'ils repéraient. La propagande allemande en fit un symbole d'invincibilité. Et un seul de ces chars pouvait effectivement arrêter l'avance d'une division entière. Sur les 1355 tigres construits par l'Allemagne pendant la guerre, la plupart ne furent pas détruits par les obus ennemis. Ils ont suffoqué sur les routes avec des réservoirs vides. Ils se sont enlisés dans la boue sous leur propre poids. Ils sont tombés en panne au milieu d'une marche lorsque la transmission a lâché, et il n'y avait pas le temps de les réparer. Les équipages les ont aspergés d'essence et y ont mis le feu afin qu'ils ne tombent pas entre les mains de l'ennemi. C'est l'histoire d'un choix entre le génie et le bon sens. L'histoire d'une machine qui a gagné toutes les batailles, mais perdu toutes les marches. Elle raconte comment la perfection technique s'est transformée en suicide logistique. Le 22 juin 1941, à l'aube, lorsque 3 millions de soldats de la Wehrmacht ont franchi la frontière soviétique, les tankistes allemands sont partis en guerre avec un sentiment de supériorité absolue. Derrière eux se trouvait la Pologne, écrasée en 27 jours, et la France, qui s'était rendue 6 semaines plus tôt. Les Panzer III et Panzer IV avaient dû prouver leur efficacité. La Blitzkrieg fonctionnait à merveille, transformant les ennemis en foule de réfugiés avant même qu'ils aient pu organiser leur défense. Les premiers jours de l'opération Barbarossa confirmèrent cette confiance. Les chars percèrent les défenses soviétiques, encerclèrent des armées entières et capturèrent des centaines de kilomètres de territoire. Il semblait que dans un mois, la guerre serait terminée. Mais en juillet, sur les routes de campagne d'Ukraine et dans les marécages près de Leningrad, les tankistes allemands commencèrent à rencontrer quelque chose de nouveau. Des T-34 soviétiques émergèrent de la forêt et avancèrent vers eux sans ralentir sous le feu. Les canons antichars de 37 mm égratignèrent leur blindage incliné sans causer de dommages. Les obus des chars allemands rebondirent ou ricochèrent, et les tirs de riposte des canons soviétiques de 76 mm transpercèrent le blindage allemand, réduisant les équipages en cendres. Les chars lourds, KV, en étaient encore plus terrifiants. Ces monstres de 45 tonnes étaient si bien blindés que les obus allemands ne laissaient même pas de bosses sur eux. À la fin du mois de juin, l'un de ces chars a bloqué la route à toute une division allemande dans les États baltes et a tenu bon pendant plus d'une journée. Les Allemands ont fait appel à l'appui aérien, ont fait venir de l'artillerie lourde et ont attaqué à plusieurs reprises. Le char tint bon jusqu'à ce qu'il ait épuisé tous ses obus, puis s'éloigna par ses propres moyens. Le concepteur Erwin Aders de la société Henschel décrivit plus tard cette période en une seule phrase. Lorsqu'il devint évident que les chars soviétiques étaient supérieurs à tout ce dont disposait l'armée allemande, cela provoqua une véritable confusion. Mais le haut commandement avait déjà compris l'ampleur du problème avant même le début de l'invasion. Le 26 mai 1941, 3 semaines avant l'opération, Henschel et Porsche reçurent l'ordre urgent de développer un char lourd fondamentalement nouveau. Les exigences étaient strictes. Un blindage capable de résister à tous les obus antichars connus. Un canon capable de pénétrer n'importe quel blindage ennemi à portée maximale. Un poids maximal de 45 tonnes. Le prototype devait être prêt en avril
de l'année suivante. En moins d'un an, l'industrie allemande devait créer quelque chose qui n'existait pas encore dans le monde. 2 bureaux d'études reçurent des missions identiques et arrivèrent à des conclusions opposées. Erwin Aders de Henschel reprit la conception éprouvée du char moyen Panzer IV, renforça le blindage à l'extrême, installa un puissant moteur Maybach et une transmission mécanique traditionnelle, une solution conservatrice mais technologiquement réalisable. Ferdinand Porsche a choisi la révolution. Son prototype était équipé d'un groupe motopropulseur hybride. 2 moteurs à essence à 10 cylindres entraînaient des générateurs électriques qui alimentaient des moteurs électriques séparés sur chaque chenille. Pas de boîte de vitesse, pas d'arbre à cardan complexe. Mais le système nécessitait une quantité massive de cuivre pour les enroulements et le câblage. Or, en 1942, le cuivre était une matière première stratégique en Allemagne, nécessaire à la production de munitions et d'équipements radio. Le 20 avril 1942, alors que l'Allemagne célébrait le 53e anniversaire du Führer, les 2 prototypes furent déchargés de wagons de chemin de fer à quelques kilomètres du quartier général d'Hitler, près de Rastenburg. Il restait 11 kilomètres à parcourir sur une route goudronnée pour rejoindre le site de la démonstration. Les 2 chars tombèrent en panne sur ce tronçon, à plusieurs reprises. Le Porsche Tiger surchauffa 2 fois et dut être arrêté pour refroidir les moteurs électriques. Le Henschel tomba en panne à cause d'une transmission bloquée que les ingénieurs réparèrent sur le bord de la route. Lorsque les machines arrivèrent enfin au quartier général, Hitler attendait depuis plusieurs heures et son irritation était évidente. Porsche connaissait personnellement le Führer depuis les années 1930. Son prototype fut examiné en détail et Hitler écouta personnellement les explications du concepteur sur les avantages de la propulsion électrique. La machine Henschel ne retint l'attention que quelques minutes. Le résultat semblait couru d'avance, mais les essais sur le terrain révélèrent la réalité. Le Porsche Tiger consommait du cuivre, une matière première rare pour d'autres besoins. Sa transmission électrique surchauffait lors d'un fonctionnement prolongé à puissance maximale. Sa maniabilité était inférieure à celle de son concurrent. Son entretien nécessitait des électriciens qualifiés et non des mécaniciens de chars ordinaires. En juin, la commission se prononça en faveur de Henschel. À ce stade, Porsche, confiant dans la victoire grâce à son amitié avec Hitler, avait déjà construit une centaine de châssis pour son char. Les châssis finis ne pouvaient pas être simplement jetés. Ils ont été convertis en chasseurs de chars lourds sans tourelle, avec un canon puissant installé dans une tourelle fixe. Le véhicule a été nommé d'après son créateur, Ferdinand. L'ironie est que c'est Porsche qui a trouvé le nom du char gagnant, Tiger. Le nom est resté, et le concepteur lui-même a perdu. Les premiers Tigres de série ont commencé à sortir des chaînes de montage de Henschel en août 1942. 57 tonnes. Un blindage frontal aussi épais qu'une paume. Des côtés capables de résister à un tir direct de n'importe quelle arme anti-char alliée. Et l'arme principale était un canon anti-aérien de 88 mm adapté, que l'infanterie alliée avait déjà appris à craindre. Ce canon pouvait pénétrer le blindage du T-34 soviétique à une distance de plus d'1 kilomètre. Les chars britanniques, Churchill et américains Sherman n'avaient aucune chance, même à une distance d'1,5 kilomètre. Le Tiger pouvait détruire les chars ennemis bien avant qu'ils ne puissent riposter. Sa première expérience au combat eut lieu en décembre 1942 en Tunisie. 3 Tigres
furent déchargés au port et immédiatement lancés dans la bataille près de Djeddah, où les troupes britanniques perçaient les défenses de l'Africa Corps. Le terrain était impropre aux chars lourds. Une oliveraie limitait la visibilité, réduisant la distance à 50 mètres. Les tigres se déplaçaient presque à l'aveuglette entre les arbres lorsqu'ils tombèrent sur une position britannique. Les Britanniques ouvrirent le feu les premiers. 8 obus de 75 mm frappèrent presque simultanément le côté du tigre de tête. Un rugissement assourdissant résonna à l'intérieur. L'équipage se baissa instinctivement, s'attendant à une brèche et à un incendie. Le blindage tint bon. Les 8 obus ricochèrent ou laissèrent des bosses. Le tireur allemand tourna la tourelle et tira méthodiquement sur les chars britanniques, un par un. 3 tirs, 3 coups au but, 3 véhicules en feu. Les autres tentèrent de battre en retraite. Mais le Tiger les rattrapa, tirant tout en avançant. Ce jour-là, les tankistes allemands ont réalisé qu'ils étaient devenus invulnérables. L'ennemi ne pouvait pas pénétrer leur blindage. Et il pouvait tuer d'un seul coup. Mais l'effet psychologique s'est avéré plus fort que la supériorité technique. Les soldats alliés ont commencé à appeler Tiger tout char allemand qui semblait dangereux. Même un Panzer IV ordinaire se transformait en Tiger dans les rapports à distance. La légende s'est répandue plus vite que les machines elles-mêmes. Les commandants d'unités donnèrent l'ordre d'éviter les affrontements directs, de contourner, de battre en retraite et de faire appel à l'appui aérien. Au printemps 1943, un seul Tiger pouvait arrêter l'avance d'une brigade, non pas par ses tirs, mais par sa simple présence. Mais à l'été 1942, le char n'était pas encore prêt pour la guerre réelle. La transmission fonctionnait mal sous de lourdes charges. Le moteur calait lors des longues marches. Les chenilles se cassaient, se bloquaient et nécessitaient une attention constante. Les ingénieurs demandaient du temps pour le perfectionner. 6 mois supplémentaires d'essai étaient nécessaires pour résoudre les problèmes de jeunesse. Le général Guderian était catégoriquement opposé à un déploiement prématuré. Utiliser une machine non éprouvée dans une opération secondaire revenait à dévoiler toutes ses cartes à l'ennemi et à perdre l'effet de surprise. Cela donnerait à l'ennemi le temps d'étudier ses faiblesses et de préparer des contre-mesures. Mais Hitler n'était pas doué pour attendre. Septembre 1942. 4 tigres avancèrent vers la ligne de front près de Leningrad. Un terrain marécageux, des chemins étroits entre les arbres, des routes boueuses, détrempées par les pluies d'automne. Un terrain qui n'était pas fait pour les chars lourds, mais pour les cauchemars de leurs équipages. 3 véhicules tombèrent en panne avant d'atteindre leur position. L'un avait une transmission bloquée. Un autre avait un moteur en surchauffe. Le 3e s'est simplement arrêté au milieu de la route et le mécanicien n'a pas pu comprendre pourquoi. Le 4e Tiger a atteint sa destination, a essayé de faire demi-tour sur le sol meuble et s'est retrouvé désespérément coincé. Les chenilles ont creusé le sol, mais le véhicule n'a fait que s'enfoncer davantage dans le bourbier. L'équipage a reçu l'ordre d'abandonner le char. Ils ont essayé de le détruire, mais n'y sont pas tout à fait parvenus. Les sapeurs soviétiques l'ont récupéré quelques jours plus tard. Le véhicule était presque intact, avec ses documents en place, avec ses munitions, avec son équipement intact. Le secret de la dernière superarme allemande a été révélé 6 mois avant que le char n'ait eu l'occasion de montrer toute sa puissance. Mais la décision avait déjà été prise.
Le Tiger est devenu le symbole de la supériorité technologique allemande. Une machine qui était censée prouver qu'un char allemand valait 10 chars ennemis. Le prix n'avait pas d'importance. Et le prix était monstrueux. 250 000 Reichsmark pour un Tiger. Avec cet argent, on pouvait construire 3 Panzer 4 moyens, qui constituaient la base des divisions blindées, ou 4 canons d'assaut Stug 3, qui avaient prouvé leur efficacité sur tous les fronts. L'industrie allemande était physiquement incapable de produire des chars par milliers. Chaque machine nécessitait des mois de travail par des spécialistes qualifiés, des matériaux rares et un assemblage complexe. Mais le commandement fit son choix. Il misa sur la qualité plutôt que sur la quantité, sur la supériorité technologique plutôt que sur la production de masse, sur la perfection plutôt que sur une suffisance raisonnable. À l'été 1943, le Tiger avait appris à gagner. Près de Koursk, 150 de ces machines participèrent à la dernière grande offensive allemande à l'Est. L'opération échoua, mais les Tigers montrèrent leur véritable valeur. Au cours d'une bataille, 15 de ces chars détruisirent plus de 100 machines soviétiques sans perdre un seul des leurs. Les T-34 étaient impuissants face à eux. Leurs canons ne pouvaient pas pénétrer le blindage frontal, même à bout portant. Les tankistes soviétiques devaient s'approcher par le côté ou par l'arrière, à la recherche de points faibles, ou sacrifier quelques chars pour détourner l'attention, pendant que les autres attaquaient par le flanc. Le commandement soviétique changea de tactique. Lorsqu'il rencontrait un Tiger, il tirait dessus sans discernement. Non pas pour pénétrer le blindage, mais pour l'endommager, pour briser les chenilles avec un obus, pour bloquer la tourelle, pour détruire les dispositifs d'observation, pour transformer une machine invulnérable en une machine aveugle et impuissante. Mais le Tiger est devenu une véritable légende en juin 1944, en Normandie. 13 juin, la petite ville française de Villers-Bocage barre la route à l'avance britannique. Le SS Rotenführer Mikkel Wittmann, déjà célèbre as des chars avec une centaine de victoires à son actif, se positionna avec 5 tigres dans la forêt au sud de la ville. Il préparait une embuscade, mais ne s'attendait pas à ce que les Britanniques arrivent si rapidement. L'aube apporta le bruit des moteurs. La colonne blindée britannique de la 7e division blindée, les légendaires Desert Rats, traversait la ville, ne s'attendant à aucune résistance. Leur reconnaissance avait signalé que la voie était libre. Les chars de tête avaient déjà dépassé la ville. Ils continuaient à avancer sur l'autoroute lorsque Wittmann se rendit compte que s'il n'agissait pas maintenant, les Allemands perdraient toute cette section du front. Il ordonna aux autres de tenir leur position et se précipita en avant. Un Tiger contre une colonne blindée britannique. Les 15 minutes qui suivirent entrèrent dans l'histoire. Wittmann sortit de la forêt et s'engouffra sur l'autoroute, ouvrant le feu sur l'arrière de la colonne. 2 chars s'embrasèrent immédiatement. Les Britanniques tentèrent de faire demi-tour, mais le Tiger filait déjà sur la route, tirant sur un véhicule après l'autre. Des véhicules blindés de transport de troupes, des camions, des chars légers. Les équipages sautèrent hors des véhicules pour se mettre à couvert. Les équipes anti-chars tournèrent leurs canons, mais n'eurent pas le temps de viser. Il fit irruption dans la ville même. Les chars de commandement tentèrent de battre en retraite en marche arrière, mais leur vitesse était ridicule. Le Tiger les rattrapa et les détruisit les uns après les autres. Seul un Sherman Firefly, équipé d'un canon puissant, tenta de riposter, mais il manqua sa cible
et les tirs de riposte le transformèrent en torche. Quand il finit par se retrouver coincé dans une rue étroite et fut touché, ce qui le rendit immobile, Wittmann avait déjà détruit 12 chars, plus d'une douzaine de véhicules blindés de transport de troupes et plusieurs canons anti-chars. Lui et son équipage abandonnèrent le véhicule et partirent à pied. L'offensive britannique dans ce secteur fut stoppée. Un char, 15 minutes, une division paralysée. Le lendemain, le commandement allié envoya une directive spéciale à ses unités. Si un Tiger est repéré, ne vous engagez pas dans un combat direct. Contournez-le, battez en retraite, appelez le soutien aérien ou l'artillerie. La légende avait vaincu la réalité. La peur était devenue plus puissante que le blindage. Mais derrière chaque victoire du Tiger se cachait une vérité que la propagande ne montrait pas. La voracité monstrueuse de la machine. Elle dévorait l'essence comme si elle la buvait à la louche. 60 km de marche dans la boue vidaient complètement les réservoirs. Et le dépôt de carburant le plus proche pouvait se trouver à une centaine de kilomètres derrière les lignes de front. Les équipages vivaient selon une règle simple. 1 heure de combat nécessitait 10 heures de maintenance. Les mécaniciens et les conducteurs apprenaient à percevoir chaque bruit de la machine. Le moindre grincement dans la transmission, un signe de surchauffe du moteur, un cognement inhabituel dans le train de roulement. Ils savaient qu'un seul dysfonctionnement manqué transformerait un char invincible en un tas de métal inutile au milieu du champ de bataille. Lorsqu'un Tiger tombait en panne, il était presque impossible de l'évacuer. Il fallait 2 autres chars pour le remorquer, ou 3 tracteurs semi-chenillés lourds qui étaient toujours en pénurie. Si une chenille se bloquait, il était impossible de la démonter à la main. La tension était trop forte. Il fallait faire sauter les goupilles de connexion. Mais le plus souvent, les équipages recevaient simplement l'ordre d'abandonner le véhicule après l'avoir détruit par tous les moyens disponibles. La plupart de ces véhicules ne sont pas morts au combat. Ils ont suffoqué sur les routes. Pendant toute la guerre, l'Allemagne a construit un peu plus d'1 millier de Tigres. L'Union soviétique a produit 50 000 T-34. Les mathématiques de la guerre étaient cruelles et simples. Un Tigre valait 4 canons d'assaut, mais il consommait beaucoup plus de carburant que les chars ordinaires. Il nécessitait des pièces de rechange qui étaient rares. Il détournait l'attention des mécaniciens qui étaient nécessaires pour des centaines d'autres véhicules. Toute la logistique de la Wehrmacht était mobilisée pour entretenir ces monstres. Pendant ce temps, dans l'Oural, des chaînes de montage produisaient chaque mois des milliers de chars simples et fiables. Selon les données allemandes, les Tigres ont détruit plus de 10 000 chars ennemis pendant toute la guerre. Ils en ont perdu moins de 2 000, y compris ceux que les équipages ont eux-mêmes fait exploser. Ces chiffres sont impressionnants. Mais ils n'ont rien changé. Le front s'étendait sur des milliers de kilomètres. Partout où le Tiger apparaissait, il dominait complètement. Mais sur des centaines d'autres sections, les tankistes allemands brûlaient dans leur Panzer IV, luttant contre des forces supérieures. Les Alliés ont rapidement trouvé des réponses. Les Britanniques ont accéléré la production du Sherman Firefly avec son puissant canon. Les Soviétiques ont créé le lourd IS-2. Les Américains ont développé une tactique, non pas le duel, mais l'encerclement. 5 chars contre 1, frappés sur les flancs et à l'arrière, là où le blindage est plus faible. Sacrifier 2 ou 3 véhicules pour en détruire un. Les mathématiques ont vaincu la perfection. Aujourd'hui, il reste 9 Tigres dans le monde. L'un d'eux est exposé au British Tank Museum de Bovington.
Il a été capturé en Tunisie au printemps 1943 après qu'un obus ait bloqué la tourelle. L'équipage a laissé le véhicule presque intact. C'est aujourd'hui le seul Tiger au monde capable de se déplacer par ses propres moyens. Chaque année, des milliers de personnes viennent au festival du musée pour voir la légende prendre vie, pour entendre le rugissement du moteur, pour sentir le sol trembler sous les chenilles, pour voir la machine qui semait autrefois la terreur dans des armées entières. La légende a survécu à la réalité. Et c'est là la seule véritable victoire. En fin de compte, ce n'est pas une histoire sur un char. C'est une histoire sur le choix entre le génie et la raison, sur la façon dont la recherche de la perfection transforme le triomphe en malédiction. Les ingénieurs allemands ont créé une machine capable de gagner n'importe quel combat en tête-à-tête. Mais ils l'ont conçue pour une guerre qui n'existait pas. Une guerre de duel chevaleresque, où le meilleur gagne, où la qualité est plus importante que la quantité, où la technologie décide de tout. La guerre réelle s'est avérée différente. C'était une guerre de logistique, une guerre d'approvisionnement, une guerre de production. La capacité de construire 100 chars au lieu de 10. La capacité de les livrer au front, de les ravitailler, de les réparer et de les renvoyer au combat. La capacité d'en perdre la moitié et d'en obtenir de nouveau le lendemain. Le Tiger a remporté des batailles, mais a perdu la guerre. Sa soif insatiable de carburant et son coût astronomique ont lentement étouffé l'armée. Chaque char détournait des ressources qui auraient pu être consacrées à des centaines de machines plus simples, à des avions de chasse qui auraient défendu les villes, à des camions qui auraient apporté des munitions au front. Le Tiger est devenu la métaphore parfaite du Troisième Reich, technologiquement avancé, inspirant la terreur, absolument confiant en sa propre supériorité, et condamné à étouffer sous le poids de ses propres ambitions.